Eh bien, nous voici sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici en Chartreuse. La Chartreuse, c'est à côté de Grenoble. C'est un lieu de montagne. On est à peu près à 1500 mètres. Et j'ai eu l'envie de vous accueillir ici et surtout d'accueillir Cathy Labarre qui va nous dire un peu qui elle est pour parler des phénomènes, du problème, je dirais, du burn-out. Qu'est-ce que le burn-out? Comment ça vient? Quelles sont les situations qui peuvent des fois nous permettre de l'éviter ou d'éviter ces situations-là? Vous allez voir, c'est juste très intéressant. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter Cathy Labarre. Vous allez voir, c'est quelqu'un vraiment qui a une histoire, qui a fait un vrai travail intéressant. Et c'est pour moi un grand plaisir de l'accueillir ici. Bonjour Cathy. Merci Pierre, moi aussi je suis vraiment honorée d'être en ta présence et de partager ce moment pour les personnes qui vont nous écouter et pour lesquelles j'espère on va apporter énormément de choses précieuses. D'accord, merci d'avoir fait ce si long trajet pour venir jusque là. J'ai essayé de proposer un décor qui soit sympa. Aujourd'hui on va parler évidemment des situations du burn-out, c'est quelque chose que tu connais bien, mais avant que tu nous expliques tout cela, est-ce que tu veux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Alors je fais beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être synthétique. Je suis une experte du comportement humain, je crois que ça c'est hyper important à dire avant de parler du reste. Passionnée de l'humain depuis plus de 25 ans, ça ne se démord pas. Je suis socio-analyste de cursus universitaire et je dirige un organisme de formation sur les comportements et je conçois des programmes aussi bien en expertise managériale dans toutes les organisations privées, publiques, Caritas International. Je travaille également énormément sur les phénomènes de société, sur les changements de paradigme et en quoi les sociétés impactent les comportements humains et abîment les personnes, voilà, que ce soit dans les organisations, dans les vies privées, dans la famille. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où on a énormément de personnes abîmées, de personnes, j'ai envie de dire, démolies. Et le burn-out est vraiment un phénomène qui est déclaré d'ailleurs peut-être comme la prochaine plus grande catastrophe au niveau des résultats de mort dans les années à venir par l'Organisation mondiale de la santé. Alors ça évidemment c'est des choses que tu connais beaucoup plus que moi parce que c'est ton métier, c'est je dirais même le cœur de ton métier. Alors on a avec nous un certain nombre de personnes qui peut-être sont dans ces conditions-là et qui évidemment cherchent des solutions, des fois des réponses. Donc je t'invite à parler également vis-à-vis de ces personnes. Aujourd'hui, le burn-out, c'est quoi? Alors, je vais essayer d'être très simple et je ne vais pas répondre uniquement sur des parties théoriques parce que je crois que les gens n'ont pas envie de ça, surtout pas. Ce qui est important de dire, on va rester très simple. Donc déjà, deux choses importantes. Le stress et le burn-out, c'est deux choses totalement différentes et on a tendance de faire un amalgame. Je ne vais pas dire qu'ils sont indissociables totalement, mais c'est deux choses différentes. Je dirais que tant qu'on est en stress, tout est acceptable parce qu'on peut très très vite apporter des perspectives rapides pour la personne. Le burn-out, c'est, pour le dire simplement, je veux dire que c'est un épuisement total. C'est comme si on s'imaginait que notre corps se vide complètement de notre énergie, comme si, alors il y a eu des signes avant curseur, Pierre, ça ne vient pas en 2 secondes, mais notre corps n'a plus le moyen de résister. Notre mental est vide de pouvoir réagir, notre psychologie est vide, notre esprit ne réagit plus, notre corps n'arrive plus subitement, c'est comme s'il était vidé de sa substance et une personne est en état d'épuisement, mais d'épuisement total. Et c'est pour ça qu'on voit même des personnes en réunion tomber et on appelle le SDIS. Donc la définition la plus simple, parce que j'ai envie de rester très simple et de ne pas partir effectivement dans des schémas très théoriques et employer des mots de complexité, je vais dire aux personnes qui nous écoutent pour vraiment, elles, penser à elles, c'est un état d'épuisement, mais qui peut être très sournois, Pierre, parce qu'énormément de personnes qui sont déjà en burn-out n'ont rien vu venir. Ouais, ou ceux qui le sont aujourd'hui mais qui ne le savent pas encore. Et qui ont déjà entamé. Par contre, on en parlera, je l'espère, des symptômes, mais beaucoup de personnes n'ont rien vu venir. C'est des personnes qui vont aller jusqu'au bout, et puis l'erreur fatale, c'est que les gens se disent « la machine repartira demain ». Non. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a évidemment le burn-out en entreprise, mais pas que. Je crois que tu as analysé d'autres espaces où on vit aussi le burn-out. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, je voudrais surtout alerter aujourd'hui, puisque depuis des années, on a l'impression que le burn-out ne se passe qu'en organisation, qu'en entreprise. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une partie
des burn-out, mais on constate aujourd'hui qu'on a le burn-out chez les mamans. Beaucoup de mamans aujourd'hui, tu le sais peut-être, vivent seules, assument seules la famille. On a monté de presque 30%, d'après les statistiques aujourd'hui en France, de 30% des gens, femmes seules. En particulier, élevant seuls leurs enfants. Donc on est quand même, c'est plus que ça, je vais te donner les chiffres, je veux dire de mamans qui élèvent seuls leurs enfants, qui sont confrontées à être seules, et on se rend compte qu'on a de plus en plus de mamans qui sont tellement surmenées, tellement seules en termes de proximité familiale, qu'elles sont de plus en plus victimes et en danger de burn-out. Donc elles ne travaillent pas forcément. Elles peuvent être à la maison et elles peuvent être en burn-out. On a les mamans, effectivement, après un accouchement qui peuvent l'être. On a de plus en plus de jeunes ados qui présentent de plus en plus de symptômes et qui sont en burn-out. Et c'est très, très complexe pour des adultes parce qu'on a l'impression que les jeunes sont complètement à l'abri de ça. Et là, on ne voit pas du tout venir, on ne prend pas en considération ces phénomènes. Donc aujourd'hui, ce qui est important par rapport à ce que tu dis, Pierre, c'est de comprendre que toi, moi, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Moi j'ai vu des gens, des ingénieurs que j'accompagnais qui me disaient c'est des comédiens ceux qui font du burn-out. J'en ai en management dans mon équipe, c'est vraiment des feignants, non. Et ils ont fait un burn-out. Alors aujourd'hui évidemment, comme on ne le voit pas venir, il y a quand même peut-être des signes. Alors quels sont ces signes, que ce soit pour des gens en entreprise ou chez les particuliers, parce qu'on en a parlé également? Alors j'adore donner en conférence des exemples parce que ça touche tout le monde et ça rend, je dirais, les symptômes très très simples. On a par exemple, surtout que ce soit au travail, que ce soit au niveau des cadres, que ce soit au niveau des dirigeants, qui sont de plus en plus touchés par le burn-out. Alors je vais quand même donner les chiffres parce que je crois que c'est important. On sait aujourd'hui que quasiment 1 à 2 actifs, Pierre, sur 3 présentent des symptômes de burn-out. C'est catastrophique. 1 à 2 actifs sur 3 présentent des symptômes du burn-out. Donc ça laisse présager. 60%. Oui, ça laisse présager. Et là, on a fait donc les rapports que sur les actifs, puisqu'aujourd'hui c'est en train de s'étendre. Donc on va avoir des nouveaux rapports, je pense, très rapidement dans les années ou dans les mois à venir. Donc ce qui est important, le premier symptôme, c'est absolument la personne qui fait des tâches naturelles. Bon, on va prendre la maman puisqu'on a parlé de la maman, et qui subitement voit son panier de repassage. D'habitude, elle le fait en 1 heure, vraiment avec un dynamisme. Et là, elle est figée devant son panier, Pierre, et elle a l'impression que c'est insurmontable. Insurmontable subitement. Les petites choses deviennent des choses énormes. Insurmontables, qui sont énormes, c'est disproportionné, Pierre. Par exemple, une personne qui est comptable ou une personne qui est dans l'administratif à son bureau, qui faisait des choses de manière récurrente, des tâches récurrentes, et subitement la personne a l'impression que c'est une montagne devant elle. On est à la montagne, mais c'est vraiment une montagne. Elle a l'impression qu'elle ne sait pas comment le prendre, elle ne sait pas par quel bout le prendre, et subitement ça lui semble vraiment un épuisement où elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, et elle n'a pas la force de faire ces tâches basiques, voire même récurrentes, elle n'arrive pas à le démarrer. Donc perte de concentration, des personnes qui étaient très gaies, qui peuvent devenir subitement irritables et irritées, voire même mélancoliques, on ne sait pas pourquoi, des personnes qui commencent à avoir du sommeil, on y reviendra, affectées, des réveils nocturnes, voire même des angoisses nocturnes, de voir des craintes injustifiées, peut-être voire même se couper des autres, des personnes qui ont de moins en moins envie de se confier, des gens qui avaient un très beau relationnel, n'ont plus envie de voir leurs amis, au niveau familial, des choses qu'on leur confie, ça leur semble, mais elles ont envie de dire, mais taisez-vous, vous m'en dites trop, j'ai plus la force d'écouter votre histoire en famille. Donc on voit bien, tu vois, des choses factuelles, très factuelles, sur lesquelles les personnes ont tout le temps eu l'habitude, et subitement, tout leur semble prendre, mais un côté exponentiel, insurmontable. Alors, face à cette situation, donc on a vu qu'il y avait le sentiment que tout devenait énorme, on va du panier de linge, on va à celui qui a des problèmes de sommeil. Y a-t-il d'autres alarmes comme ça qui sont importantes? Oui, on le voit. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait une liaison énorme, puisqu'on sait que la prochaine maladie, ça a commencé la plus grave au niveau de l'Europe et donc pays industrialisés. Et en France, c'est les troubles du sommeil. Je ne vais pas parler de la maladie de la narcolepsie, qui est un autre phénomène médical. Je parle bien des troubles du sommeil. Or, les troubles du sommeil peuvent être un effet qui va ramener à la cause sous-jacente que quelque chose est déjà en train de se préparer dans le burn-out.
On a également la personne, contrairement à ce qu'on pense par rapport au travail, donc là je reviens juste par rapport à l'entreprise, depuis des années j'ai entendu des grandes lignes pour le grand public et des stupides réflexions qui disent c'est les gens faibles qui font un burn-out et c'est souvent les gens qui ont eu des problèmes psychologiques dans leur histoire de vie. C'est archi faux. Aujourd'hui on a des résultats, Pierre, qui nous montrent que souvent on a des gens qui ont une très grosse conscience professionnelle, des gens qui sont souvent perfectionnistes dans l'entreprise, qui prennent tout, une masse de travail considérable et qui ont tellement une conscience professionnelle qu'ils en ramènent énormément à la maison, qui sont quasiment les personnes à qui on va donner le plus, et qui ne voient pas venir qu'elles ont trop demandé par rapport à leur résistance nerveuse, psychologique et par rapport à leur résistance physique. Donc on a également, si tu veux, alors là c'est un peu moins agréable à entendre, quand on travaille avec les personnes qui ont fait un burn-out, donc qui n'ont pas été jusqu'à la rupture de vie, parce que ça arrive souvent, c'est qu'on va se rendre compte que c'est des personnes qui quelque part sont souvent des perfectionnistes qui ne le savent pas et qui ont un besoin, si tu veux, insatiable de toujours faire plus qu'on leur demande, comme s'il y avait une vraie dévalorisation par rapport à un travail personnel, comme s'il y avait une connaissance de soi qui n'était pas assez profonde et comme si ces personnes avaient besoin de reconnaissance, Pierre, on peut poser le terme. Une telle reconnaissance qu'on va presque se noyer dans la personne à qui tu peux donner toujours plus de travail parce que je ne vais pas te refuser, tu peux être mon supérieur, tu peux être mon collègue, je n'ai pas forcément un lien de subordination, de hiérarchie, mais par contre je veux que tout soit vraiment bien fait dans mon équipe, dans mon travail et je vais même en amener à la maison, c'est-à-dire je n'ai plus la capacité de cloisonner, je prends et j'ai presque surévalué la masse de ma résistance par rapport à un perfectionnisme inconscient, Pierre. C'est un seul des aspects, ce n'est pas le seul. Le burn-out finalement c'est l'espace-temps avec l'amplification du travail dans le même espace. On demande 3 fois plus de choses qu'on le demandait dans un espace court. Alors, on n'a pas qu'une réponse. Je crois que ça serait malhonnête de ma part de faire croire à nos gens qui nous écoutent, voilà. C'est une des réponses, mais ce n'est pas la seule réponse. La preuve, une maman qui ne travaille pas, qui fait un burn-out. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a une réponse très, très sociologique. Aujourd'hui, tu parles du temps, oui, là je vais te rejoindre dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une masse de choses qui nous attirent, on est surinformé, on est sursollicité, que ce soit au travail, que ce soit dans nos espaces de vie, on est tout le temps en train de courir, on est dans une société de surconsommation, mais à tous les niveaux, quand je dis surconsommation, on est dans une société du culte de la performance, Pierre, du culte de l'immédiateté, du culte du vouloir, donc de l'avoir, et on est toujours en train de courir après des choses éphémères qui font que dans l'entreprise, c'est le rendement, c'est le profit, c'est faire un maximum de choses. Dans la vie privée, c'est pareil, il faut que nos enfants fassent tous les sports, aillent partout, soient les 7e merveilles du monde. Et c'est-à-dire qu'on a quitté l'essentiel, on est dans d'un rapport au temps qui est complètement, complètement ridicule, qui fait que l'essentiel de notre savoir-être a complètement disparu au gré et au profit du savoir et du savoir-faire, et on a complètement oublié, voire déshumanisé notre fonction d'être humain. Donc ce qui arrive en termes de burn-out, c'est aussi qu'on s'est trop éloigné, ça c'est une des causes sociologiques, trop éloigné, Pierre, de notre savoir-être. Alors ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser évidemment tous ceux qui nous écoutent, c'est évidemment des solutions, mais avant de leur apporter des solutions, quels sont les risques au niveau psychique, au niveau physique et à d'autres niveaux peut-être, à moyen et long terme? Alors, j'ai l'opportunité grâce à toi de pouvoir parler à nos auditeurs et j'aimerais juste leur dire que le burn-out c'est quelque chose à prendre vraiment, vraiment au sérieux. Vraiment. J'accompagne des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines depuis plus de 10 ans en burn-out, puisque j'étais une des premières sollicitées en France pour répondre à des séminaires en ingénierie dans les maisons de retraite sur le burn-out. Donc j'ai quand même un peu de recul, on en parle beaucoup maintenant, mais pour moi c'est pas une nouveauté, ça fait 10 ans que je travaille sur les phénomènes. Et ce qui est important, c'est que je constate qu'on est en 2017, et je t'aurais dit la même chose en 2016, et pourtant on prend trop les choses à la légère. Et ce qui est terrible, c'est quand j'accompagne les gens par rapport au burn-out, et de leur faire comprendre cette acceptation. Il y a eu un avant le burn-out, mais il y aura un après. La vie est terminée, ce n'est plus la même, Pierre.
Ce n'est plus la même. Donc prévenir les personnes que un burn-out, c'est pas simplement un mal de tête, c'est quelque chose qui modifie Le corps, corps. l'organisme, le système immunitaire, l'effet cérébral, les canaux neurologiques du cerveau, l'approche et notre vision du monde, notre impuissance. Et ça peut prendre des années pour se reconstruire, Pierre. Et encore, on se reconstruit si on trouve des gens professionnels comme toi, comme les professionnels vraiment dignes de ce nom. Parce qu'on les aide à se reconstruire, parce que c'est une reconstruction. Donc il faut vraiment alerter les personnes. Quand on a des symptômes, ne pas le prendre à la légère, parce que leur vie peut basculer, Pierre. Basculer. Physiquement, excusez-moi, psychologiquement, en termes de douleurs chroniques, en termes d'organisme, on a de plus en plus de personnes, dans les personnes que je suis, qui basculent en autre chose, en termes de somatisation, en fibromyalgie, en troubles du sommeil, parce qu'il y a le burn-out identifié, mais il y a tout ce qui va venir ensuite dans les 2 ans qui arrivent. D'autres conséquences santé, Pierre. C'est rarement qu'un burn-out. Justement, pour aider ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui, voilà, ou pour qui tout va bien, mais qui quelque part se préoccupe ou se pose ces questions, qu'est-ce que tu l'invites à, qu'est-ce que tu aurais envie de les inviter à faire pour peut-être vérifier qu'ils ne sont pas dans ce risque-là? Ben, je vais les amener déjà à noter des questions, Pierre. Donc sur toi, lesquelles... sur un plan personnel, donc ça c'est ce que tu fais dans ton activité, mais là, pour ceux qui nous écoutent, qui habitent loin, qui auraient besoin peut-être d'une réponse maintenant, qu'est-ce qu'on peut maintenant leur conseiller? Je vais déjà justement leur donner une question de fond, d'accord, pas de forme. Voilà. Okay. Mais je les invite à noter, Pierre. D'accord, donc notez la question. Notez-le. C'est le moment. Parce qu'il y a un lien conducteur dans la relation de cause à effet. Qu'est-ce qui en moi fait que je ne suis pas capable de dire non? Non à trop de travail qu'on me donne, non à trop de limites que je n'ai pas su donner, non à prendre trop. Qu'est-ce qui en moi fait que j'ai besoin absolument, si je ne sais pas dire non, d'amour, Pierre? Ce manque d'amour. Alors comme tu disais maintenant, donc il y a effectivement cette difficulté à dire non. Hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur place, ont peur qu'on les juge, etc. Mais en fait, dire non, ça veut dire quoi, dire non? C'est déjà se respecter, Pierre. Voilà. C'est déjà s'accepter avec mes forces, mais mes faiblesses. C'est accepter qui je suis, Pierre. C'est pas accepter ce que la société dans laquelle je suis ou dans la famille que je suis veut que je sois absolument la personne qui a des épaules, qui peut tout prendre, qui peut tout accepter. C'est être capable de dire non, aujourd'hui je peux pas. T'es mon ami, t'es mon collaborateur, t'es mon supérieur. Je ne peux pas prendre plus de dossiers. Je ne peux pas faire plus de ce que je peux à la maison. Je suis aujourd'hui dans l'atteinte de mes limites. Donc ça veut dire que je connais mes limites, Pierre. Mais si je connais mes limites, ça veut dire que j'ai fait un travail sur moi. Malheureusement, pas tout le monde a fait ce travail sur soi. Mais il faut l'entreprendre. Voilà, ça veut dire à un moment prendre, évidemment, qui suis-je, qu'est-ce qui est important là pour moi maintenant, et voilà. En même temps, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Hein. On sait que le travail peut être une fuite dans quelque chose, peut être une envie, un désir, enfin il y a une espèce de... Je vais combler un manque à travailler. Hein, et du coup, je vais donner plus. Alors, il y a ceux qui ont besoin d'être reconnus, il y a ceux qui ont besoin de combler quelque chose qu'ils n'ont pas comblé. Donc on est vraiment dans la notion des besoins, et je vous en reparlerai si vous écoutez mes conférences. Et évidemment, tout ça va faire en sorte que tout d'un coup, on ne prend pas compte et on passe plus en premier, on se met en second. C'est ça. Alors il y a ça, et puis bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Comme le stress, alors on a quand même une approche médicale que je ne me permettrai pas de parler parce que je ne suis pas médecin, d'accord, et que je laisserai l'aspect médical aux gens qui ont cette compétence. Mais pour former beaucoup de médecins, pour travailler avec des endocrines, pour travailler avec des spécialistes des neuros et des chercheurs, on a aussi un aspect, si tu veux, physiologique, biologique, et on a à un moment donné, grâce aux symptômes qu'on repère et qu'on peut identifier quand on fait passer nous des tests aux gens, on sait pertinemment qu'on a des profils, ce qu'on
qu'on appelle nous des profils par rapport au stress, et qui fait qu'à un moment donné, par exemple, on va retrouver des profils qui ont beaucoup plus tendance à faire des accidents cardiovasculaires. On a des profils qui vont aller jusqu'au suicide, Pierre. On a des profils qui font partie de la catégorie B, qui n'ont rien à voir avec les profils psychologiques. Je parle bien du stress et du burn-out. Et on a des personnes, effectivement, qui ont une représentation de vie. C'est-à-dire que plus je suis également dans une certaine typologie de personnes en termes de profil par rapport au stress et au burn-out, et plus je vais tendre vers, effectivement, des problèmes, des maladies qui vont m'attirer dans ces phénomènes, puisque le cerveau va produire une substance biochimique dans le corps, qui est identifiée, du cortisol sans E, et qui va à un moment donné nous vider de nos ressources internes, de toutes nos substances, de notre énergie. Donc là on est vraiment sur la partie biologique et médicale. Physionomique voilà. Aussi. Donc ça c'est important de dire aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va y venir sur quelque chose qui me semble important que nos auditeurs prennent vraiment en considération. Donc une fois que notre machine est vide, c'est-à-dire il faut savoir que le cortisol c'est 2 ans et demi avant que le sang soit complètement empoisonné, que la personne tombe. Donc là on ne joue pas. C'est un vrai phénomène, c'est un phénomène biologique, neurologique, identifiable, pas par la personne elle-même, mais identifiable. Le seul problème qu'il est important de dire, c'est qu'aujourd'hui en France, sur la différence par rapport aux autres pays où j'interviens, c'est qu'en France, on a tendance, et désolé avec le plus grand respect que j'ai pour tous les professionnels, c'est qu'on sait soigner les effets et on refuse d'aller aux causes. Donc on a tendance à distribuer des antidépresseurs en abondance, alors qu'on ne va pas chercher les problématiques des causes. Qui sont plus profondes, Pierre. Tout cela est vraiment très important et on pourrait passer beaucoup de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va probablement intéresser ceux qui nous écoutent. Toi, tu accompagnes des gens. Oui. Donc, tu as eu des gens, tu as accompagné, tu as eu des vrais cas. Ah oui, mais tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça quelques exemples de situations qui permettent à nos auditeurs de vraiment se rendre compte? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur des groupes que j'ai constitués sur le plan pédagogique entre 12 et 15 personnes, sur tous les groupes que je peux suivre au niveau national, j'en ai quasiment, allez, on va dire, plus d'un tiers qui sont en burn-out ou qui ont fait une tentative de suicide. C'est quand même énorme. Et le plus complexe, c'est quand la personne n'a pas pris les dispositions nécessaires à l'identification de ce burn-out, parce qu'on a des gens qui ont traversé un burn-out et qui ne s'en rendent pas compte. C'est une fois qu'on travaille avec moi ou qu'on travaille avec d'autres professionnels qu'elles se rendent compte que dans tous les états qui l'empêchent d'aller dans les groupes, peuvent même plus se présenter un emploi, peuvent même plus aller voir leur chef. Je veux dire, il y a une transition qui est vraiment radicale, mais on peut dire radicale, de la personne. Elle n'ose plus aller voir quelqu'un. Donc quand on va travailler avec ces gens, ils vont identifier qu'ils ont fait un burn-out, et le plus dur dans l'accompagnement, c'est de leur faire accepter que c'est un burn-out. D'autres viennent. Il y a la difficulté à accepter. Voilà. Il y a cette. Alors c'est pas une fuite. C'est une souffrance, je veux dire, qui occupe tout l'espace mental, et la personne s'en rend compte quand elle tombe, je te le dis vraiment tomber physiquement, mais au sens du terme profond, quand la personne a un amaigrissement total, quand la personne ne dort plus, donc quand elle est passée au-delà des symptômes, qu'elle est dans la somatisation aiguë, parce que les symptômes nous évitent d'aller jusqu'à la somatisation, et en somatisation c'est déjà trop tard. Parce qu'on ne sait pas les lire, les somatisations en France, culturellement. C'est pas nous, le corps, chez nous, c'est un habit d'apparat. Je vais me distinguer des codes, de savoir qui je suis, le code de l'avoir, le code d'un rang, le code d'une représentation sociale. Mais le corps, tu le sais mieux que moi, c'est un baromètre. Mais on n'a pas été éduqué culturellement. Donc on ne sait pas le lire. Je veux dire, si pendant des années, on fait tomber une goutte d'eau, au départ, ça fait pas mal. Simplement, le corps compense, et au bout d'un moment, vous ne la ressentez plus. Et le problème, c'est que souvent, quand on vit des situations critiques, en fait, le corps se met en self-défense. C'est ce que moi je montre qui se passe dans l'apprentissage du self-défense. Et le problème, c'est qu'après, on reste dedans et qu'au moindre truc... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que je vis en permanence va générer cette auto-self-défense. Et du coup, on ne sait même plus être détendu. Parce que si je suis détendu, je suis ouvert à tout ce qui pourrait m'agresser. Et on arrive dans des phénomènes grave à court, moyen et long terme. Alors ce que je constate, parce que là par exemple en ce moment j'ai à peu près 30 personnes qui ont un burn-out, qui ont fait un burn-out et qui que je suis
et qui me suivent partout, effectivement, dans les process qu'on met en place. Et ce qui est important, c'est qu'on a plusieurs niveaux de burn-out. On a des premiers, des deuxièmes, voilà. Mais ce qui m'interpelle le plus, donc pour quasiment toutes les personnes, c'est qu'elles n'arrivent plus à repartir en société ou en groupe, Pierre. Ça, c'est vraiment cet isolement. Elles ont peur. Elles ont peur, mais pas la peur classique. On a tous, tu sais, le bon stress qui nous produit de l'adrénaline et qui va nous booster. Une peur frayeur, Pierre. La peur frayeur de se dire je suis plus à la hauteur, je suis plus capable, et puis ça doit être moi qui nul. C'est moi. Donc on est dans un processus. C'est la peur de retomber. Moi, je dirais un processus de dévalorisation parce qu'elles ont fini par croire qu'elles sont incompétentes. Et ça, je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne. Et ça, c'est vraiment un phénomène sociologique, Pierre. Elles ne sont plus capables de dissocier ma compétence et moi en tant qu'être humain. Donc ça, c'est important. Donc on fait un gros travail d'accompagnement, d'acceptation. Et on va le dire, c'est un processus de deuil qu'on doit mettre en place. D'une personne à une autre, ça peut prendre des mois, Pierre. Des fois, pour certains, c'est minimum 2 ans, 2 ans et demi avant de remonter. Et puis, ce que je vois vraiment qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'il y a le burn-out, mais il y a tout ce qu'il y a à côté. Et ces personnes, très rapidement, vont avoir des douleurs chroniques qui viennent après le burn-out, vont avoir une fibromyalgie de plus en plus. Donc, on a de plus en plus de dossiers MDPH, des demandes de reconnaissance handicapée. On a effectivement toutes les, si tu veux, la somatisation qui arrive et qui génère d'autres maladies. Alors évidemment, on pourrait encore une fois passer beaucoup de temps là-dessus, mais on arrive un petit peu au bout du temps. Aujourd'hui, tu as fait un livre, je crois. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, bien sûr. J'ai vu qu'il était là. Oui, je vais le montrer. Voilà, j'ai fait un livre qui est très important pour moi, pour aider encore plus de gens, Pierre. Libérez-vous du stress. Voilà, donc c'est un livre de Cathy. Qui, je crois, dans une première partie, explique un petit peu. Le comprendre. Le comprendre. Pourquoi moi je suis touché par ça. Pourquoi moi je suis touché, etc. Comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre. Comprendre les causes, l'origine qui m'amène à vivre ça. D'accord. Donc c'est déjà énorme. Et puis dans une deuxième partie, on va plutôt trouver des exercices. Pédagogiques, ludiques, accessibles et de corporalité. Et là, je pense que tu ne vas pas me contredire, parce que je pense que là-dessus, on est exactement dans le même fil conducteur. Je crois qu'il faut que les gens acceptent de sortir de l'illusion qu'on leur fait croire. Une fois qu'on a été touché par des problématiques de stress aigu ou de burn-out, c'est une illusion de croire qu'ils vont pouvoir suivre un accompagnement mental et psychologique et s'en sortir. C'est pas vrai. Il faut le dire aux gens, Pierre, il faut le dénoncer. Il n'y a que les exercices d'accompagnement corporel. Oui. C'est le corps qui va aider la reconstruction. Que le corps a souffert, donc si à un moment donné on ne va pas prendre le corps, c'est là où on passe de la tête par le corps, donc ça peut marcher, mais à un moment donné il faut aussi passer du corps par la tête, parce que sinon ça ne fonctionne pas, ou une partie, ou alors ça reviendra. On peut se faire accompagner 10 ans par un psy. Il y a quand même une question qu'on peut se poser, en ne prenant pas tout dans le négatif, finalement ça a permis à des gens des choses positives. Pour certains. Pour une partie, ceux qui ont accepté de se remettre au cœur de leur vie en tant qu'acteurs, ceux qui acceptent de faire un travail d'affirmation de soi, de prendre contact avec eux-mêmes, de plein d'outils. Pour moi, il n'y a pas de bonne recette. Tout est bon en fonction de notre sensibilité. Mais ceux qui acceptent de partir dans la connaissance d'eux-mêmes, la connaissance de soi comme ultime chemin de liberté pour moi, et qui vont reprendre contact avec qui ils sont, parce que pas objet social, pas objet de déterminisme, qui je suis moi en tant qu'être humain, avec mes points forts, mes points faibles, ceux-là vont arriver à s'en sortir et vont arriver à transcender, peu importe au niveau de quel temps, chacun va à son rythme, et vont arriver à se dire plus jamais, ça m'a permis de comprendre. Et alors là, ceux-là, Pierre, ils vont bifurquer à 360 degrés. Alors justement, pour terminer quand même sur quelque chose de chouette, j'imagine que tu as des gens qui ont, étant passés par ces difficultés-là, ont finalement trouvé quelque chose qui leur allait mieux dans leur vie, ils sont plus heureux, etc. Oui. Est-ce que tu as un ou deux exemples? Alors un exemple qui est extraordinaire, une personne qui travaillait chez Airbus à Toulouse, bon je cache rien à le dire, c'est pas important maintenant, je ne donnerai pas les noms, et cette personne, donc cursus ingénieur, donc hyper scientifique, hyper carré, et qui pensait que le burn-out était complètement une comédie pour les gens qu'elle manageait. Donc elle a fait un burn-out, on l'a accompagnée, et en passant des tests et des analyses que je fais passer, on s'est rendu compte qu'elle était faite pour l'humain. Bifurcation 360 degrés, je l'ai renvoyée au CNAM. Aujourd'hui, elle est psychologue du travail et elle accompagne les personnes à être bien au travail. Du coup, elle connaît elle est crédible, elle est très crédible.
Alors, il y a ceux qui en ont fait un métier, Oui. hein, mais il y a Oui. ceux aussi qui, tout d'un coup, parce que leur entreprise dans laquelle ils ont passé 30-40 ans s'est écroulée, ils se sont découverts des passions artistiques, et puis ils ont, pour certains, acheté un bateau, ils ont fait le tour du monde. Enfin bon, il y a plein d'histoires. comme ça J'en ai qui même sont un autre, une avocat et une huissier que je suis en ce moment. Donc bifurcation après. J'appelle ça une bifurcation à 360 degrés. Et une qui est décoratrice d'art D'accord. intérieur après une formation digne de ce nom. Donc elle a créé du décor intérieur, Voilà. et puis du coup elle en a fait un décor extérieur, donc ça c'est vraiment intéressant. Et une qui repart dans le recyclage complet, Voilà. de redonner une deuxième vie aux choses qu'on achète. Donc vous voyez, il y a encore vraiment beaucoup de choses qui sont des fois des signes, hein, comme quoi on n'est pas dans la bonne direction et que ça vaut peut-être le coup de réfléchir autrement. Alors juste pour terminer, Cathy, on te trouve où? Alors on me trouve Cathy Labarre sur la page Facebook. Donc déjà on peut taper sur internet. Sans problème. Vous pouvez taper sur internet, donc tout le monde trouvera des interviews, des choses sur Cathy Labarre, donc sur Facebook, au nom de Vecma, sur mon site vecma-cathylabarre.com, vecma-cathylabarre.com. Que vous verrez d'ailleurs, que vous allez voir affiché en dessous. Voilà. Et on me trouve également sur vecma-formation qui est beaucoup plus sur tout l'accompagnement des jeunes qui sont confrontés également à ce phénomène. Et on me trouve partout sur Internet. Est-ce qu'on peut laisser ton téléphone ou... Oui, bien sûr. Alors les gens peuvent m'écrire aussi sur mon mail professionnel, donc que tu donneras, Voilà. cabinet de formation vecma@wanadoo.fr et mon portable au 06 60 41 74 53. que vous venez de voir également en dessous de la vidéo. Cathy, merci d'avoir fait ce long trajet pour venir. Je sais que tu as traversé la France. Oui. Pour moi, c'était vraiment important parce que je sais que tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Bien sûr, on va rencontrer d'autres personnes sur les prochaines vidéos, mais je voulais vraiment te remercier. Et j'ai appris encore avec toi aujourd'hui. Et je te remercie beaucoup. Merci Pierre, et merci pour tous ceux qui nous écoutent et prenez bien soin de vous. Voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo. À très vite. Merci. Au revoir.